Vous écoutez l'affaire Caroline Dickinson, deuxième partie. Un an après, comme en été 96, Plaine Fougère a perdu sa tranquillité pour revivre au rythme de l'enquête Dickinson. Dans ce bourg, beaucoup se disent prêts à subir les tests pour en finir avec cette affaire. Tout le monde aimerait bien savoir ce que c'est quand même. Si c'est quelqu'un du coin ou... S'il faut y aller, on ira, puis c'est tout. En espérant qu'il n'y a pas d'erreur dans les tests. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. Et c'est autant ça, finalement, qui intéresse les journalistes étrangers que la résolution du crime. C'est voir comment est-ce qu'une population réagit à ce test. Hélène Aymon, journaliste et co-autrice de l'affaire Dickinson. Donc les habitants de Plaine Fougère sont à la fois soulagés parce qu'ils vont pouvoir, ils l'espèrent, prouver collectivement leur innocence. Mais en même temps, effectivement, ça met vraiment les pleins phares sur ce petit village tranquille qui souffre déjà de ce terrible drame et qui voit débarquer des journalistes venus du monde entier. Ça va être le soulagement dans le village ? Je souhaite, pour tout le monde. Parce que la population de Plaine Fougère, on commence à me passer la tête. Les gendarmes ont parfaitement monté l'opération avec les laboratoires de police scientifique. Ça a été vraiment remarquablement fait. Ça partait assez rapidement dans les laboratoires, analysés, et tous les résultats ont été négatifs. Le meurtrier n'est pas quelqu'un de Plaine Fougère. C'était une délivrance, une vraie délivrance. Ça m'a pas fait avancer plus que ça, parce que j'aurais préféré... Moi, ce que je cherche, c'est l'auteur, évidemment. On ferme une porte. Donc maintenant, on va s'intéresser davantage aux autres cercles. Il reste tout l'entourage de la région, tous les gens qui sont passés, qui ont travaillé. Les enquêteurs ont aussi, dans les mois suivants, fait le tour des prisons françaises, des hôpitaux psychiatriques pour faire des tests ADN. Ça fait des milliers et des milliers d'informations à vérifier. Donc là, on est passé sur une campagne de tests ADN à très grande échelle. Je ne sais pas si vous voyez la masse de travail. Vous savez, vous vous découragez vite, vous vous dites, où est-ce qu'on va là ? Le journaliste ne confond pas son rôle avec celui du policier, mais pour autant, on a envie de savoir. Ça devient une obsession. Édouard Marais, ancien journaliste à Ouest France. J'ai senti ma mutation comme un soulagement, mais je suis parti en plein mystère. Plus d'un an et demi après le meurtre, on apprend par le témoignage de la directrice du collège de Launceston qu'un enseignant qui faisait partie du groupe de Plaine Fougère s'est confié à elle et lui a dit que cette nuit-là, il avait croisé quelqu'un dans les couloirs de l'auberge. Il se dit, c'est lui. J'ai vu l'auteur de l'agression de Caroline. Les enquêteurs retournent donc en Angleterre l'interroger et l'homme fond en larmes. Il va se mettre à pleurer. Pourquoi ? Parce que depuis, il a la sœur à Caroline dans sa classe. Et il dira qu'il ne peut pas soutenir le regard de cette jeune fille parce qu'à chaque fois, ça lui rappelle ce qui s'est passé à Plaine Fougère. Il est vraiment accablé par la culpabilité de ne pas avoir livré ce témoignage plus tôt. Il est soulagé, en fait, à ce moment-là, de pouvoir vraiment participer comme il aurait dû le faire dès le début à l'enquête. Et il se trouve que cette personne dessine remarquablement bien. Il va faire un dessin, ça va être notre portrait robot. Le meurtrier présumé de la jeune Anglaise Caroline Dickinson n'est plus un fantôme. Un an et demi après les faits, le père, John Dickinson, reprend espoir. Donc on prend la décision de faire un appel, un témoin, ce qui se fait d'ailleurs beaucoup en Grande-Bretagne. Et l'appel, c'est M. Dickinson qui va le faire. Il dit à un moment donné, parmi tous les gens qui nous écoutent, il suffit d'une personne qui se pose des questions, qu'elle se manifeste. Je pense que c'est un portrait précis du meurtrier probable, et comme je l'ai déjà dit, j'espère beaucoup que lorsqu'il sera vu par les Bretons, qui je le sais veulent m'aider, ceux-ci témoigneront. Ça permet d'impliquer tout le monde dans la quête de l'assassin de Caroline Dickinson. Ça permet aussi de mettre en place le numéro vert. Je crois qu'il y aura plus de 4000 coups de fil suite à la diffusion de ce portrait robot dans le temps. Il y a des enquêteurs qui disent, quand on parle d'une affaire, c'est bien parce que ça fait du bruit autour, donc ça provoque des témoignages. Il y a ceux qui disent aussi, bah oui, mais là, on va recevoir tant de coups de fil qui vont nous amener sur des fausses pistes. Il faudrait demander aux enquêteurs si le portrait robot les a beaucoup aidés. Moi, je pense que, au final, c'est pas ça qui l'a emporté. Souvent, la clé, elle est dans le dossier. Thierry Lezeau, ancien gendarme de la section de recherche de Rennes. La clé qui m'a été utile, c'est qu'il y avait un deuxième fait dans une auberge de Saint-Lunaire en cours de la même nuit, 60 km de Plaine Fougère. Donc je me suis fait communiquer le dossier.
Quelques heures plus tôt, donc entre 2h et 3h du matin, c'est pareil, c'est une auberge de jeunesse, c'est le centre de loisirs les Horizons, donc à Saint-Lunaire, qui est une petite station balnéaire près de la côte d'Émeraude. Les faits remontent à la nuit du 17 au 18 juillet. Cette jeune Anglaise, Kate Wrigley, qui se fait agresser dans la chambre. Une chambre pareille. Un individu rentre, s'approche de Kate, pareil, lui met la main sur la bouche, va lui retirer son caleçon. Là, il y a un bruit. 2 jeunes filles sont réveillées. L'une d'elles allume la lumière. Et là, un homme prend la fuite. Sans claquer la porte, sans courir, sans rien. Et il s'en va. Kate et sa camarade vont chercher leur prof, leur accompagnatrice, à qui elle raconte ce qui s'est passé. Mais vu qu'elles doivent prendre le ferry le lendemain, on décide finalement de ne pas porter plainte et de ne pas signaler outre mesure cette intrusion. Les parents sont pas prévenus, retour en Angleterre. Et puis c'est simplement quand il y a dans la presse anglaise l'annonce du décès de Caroline Dickinson, dans les conditions dans lesquelles elle est décédée, que là Kate a dit à sa maman, moi je peux pas garder ça pour moi, il m'est arrivé la même chose. Si les faits de Saint-Lunaire n'ont pris leur place que tardivement, c'est d'abord la faute des accompagnants du groupe scolaire, puisqu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Hervé Rouzeau-Leboeuf, avocat de la famille Dickinson. Celui qui s'est véritablement intéressé aux liens possibles entre les faits de Saint-Lunaire 2 heures avant les faits de Plaine Fougère, c'est Renaud Van Ruymbeck. J'ai étudié toutes les auditions et je me suis aperçu que la scène décrite à Saint-Lunaire était celle décrite à Plaine Fougère. Or, les jeunes filles de Saint-Lunaire ne pouvaient pas connaître dans le détail tout ce qui s'était passé à Plaine Fougère. C'était pas possible. Pour monsieur Van Ruymbeck, dès qu'il va avoir cette information, pour lui, tout de suite, c'est le même homme. Mais tout le monde est reparti sur Saint-Lunaire, il n'y a pas de constatation possible, on n'a pas non plus d'éléments à part ce témoignage. La vraie difficulté, c'est que tant que vous n'avez pas la solution, vous êtes dans le brouillard. C'est tout le travail de l'enquêteur ou du juge d'instruction, c'est qu'il faut qu'il ait des intuitions. Bientôt, ça fera plus doute que l'agresseur est le même, effectivement, entre Saint-Lunaire et Plaine Fougère. Caroline Dickinson a été étouffée avec un coton. Le coton qu'on avait correspondait à du coton anglais. Or, on n'a pas trouvé trace de coton dans les affaires des Anglaises de Plaine Fougère. Le lien avec le morceau de coton est fait lorsque nous procédons à l'audition de Kate Wrigley en Angleterre. Sa maman l'appelle pour qu'elle nous montre le coton qu'elle lui avait donné pour son séjour en France. Et c'est exactement celui-là. C'est exactement le même. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est qu'il avait pris le coton à Saint-Lunaire et l'avait utilisé pour étouffer Caroline Dickinson. Voilà le scénario. Ça crée un lien supplémentaire entre les 2 agressions. Ça correspondrait plutôt bien, effectivement, à un homme qui échoue une première fois à Saint-Lunaire et qui vient à Plaine Fougère pour cette fois-ci aller au bout de son crime. Vous savez, en Grande-Bretagne, je me suis aperçu qu'ils étaient très en avance sur nous et qu'on avait tout à apprendre. Ils associaient dans leurs enquêtes un psy et un très bon. Il va pas vous donner la recette, mais vous allez l'intégrer dans votre raisonnement. L'idée de M. Van Ruymbeck de se rapprocher de ce genre de spécialiste était une idée heureuse, innovante à l'époque et judicieuse. L'obsession que j'avais, c'était de faire ce qu'on appelle du profiling sans le dire, c'est-à-dire sélectionner des catégories de personnes qui peuvent rentrer dans la case. Il faut comprendre la personne qu'on a en face de soi. Les enquêteurs français auront l'occasion de discuter avec un profileur pour Scotland Yard et qui va leur peindre le portrait d'un animal, en fait, qui choisit ses proies et qui, en même temps, gère très bien ses risques. Quelqu'un qui laisse sa trace et disparaît, et pour lequel le corps de la victime, c'est un objet, c'est vraiment un accessoire nécessaire à la réalisation de ses fantasmes. Grande mobilité, facilité de se déplacer, de nuit, connaissance de la région, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas connaissance de l'implantation des auberges. Le mode opératoire laisse aussi penser que l'agresseur est un habitué de ce genre de faits. Il ressort du témoignage des jeunes filles de Plaine Fougère et de Saint-Lunaire que l'agresseur repart avec un grand calme, qu'il ne panique pas. Ça laisse apparaître effectivement un profil très très inquiétant, qui serait plutôt dans la récidive, qui n'en serait pas à son coup d'essai. Ce profil va aider les enquêteurs. Ça va les conforter dans le profil de cet habitué de la nuit qui parcourt comme ça les auberges de jeunesse en quête de proies que sont les jeunes filles. Le juge Van Ruymbeck va solliciter toutes les brigades de gendarmerie et tous les commissariats de police de France. Michel Tannot,
journaliste à Ouest France et co-auteur de l'affaire Dickinson. En leur disant faites-moi remonter toutes ces affaires suspectes d'intrusion nocturne dans des centres de vacances qui hébergeaient des jeunes filles, et en remontant 3 ans en arrière. Cette demande, elle est faite avec l'espoir qu'effectivement, par le passé, cet homme furtif, vraiment fugitif, soit fait prendre. C'est un travail gigantesque qui attend les enquêteurs de la cellule Dickinson, qui vont devoir gérer toutes ces informations. Et là-dedans, je fais le tri, je passe du temps à étudier tout ça, et ne m'intéresse que les gens identifiés. Renaud Van Ruymbeck, juge d'instruction de l'affaire Dickinson de 1997 à 2000. Ceux qui ne sont pas identifiés, ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche des noms. Pour pouvoir les tester et voir si l'ADN correspond, c'est tout. Voilà. Et je me souviens, il en sort 95. 95 noms. Dont certains, d'ailleurs, me paraissent particulièrement intéressants. Très rapidement, il nous a fait mettre des critères que lui a définis avec des pastilles de couleur sur les dossiers. Alors, il y avait les verts, moyennement intéressants. Les oranges, ils sont intéressants. Les rouges, ouais, alors les rouges foncés, on en a peut-être eu 7 ou 8. Ceux-là, ils sont quand même, ils ont plein de critères. Des critères de ressemblance avec un portrait robot. Thierry Lezeau, ancien gendarme de la section de recherche de Rennes. Après, il y avait des gens connus pour des faits similaires. L'intrusion auberge, peut-être une sortie de prison, enfin oui, tout ça, c'était des critères. Et quand il y en avait un certain nombre qui trouvaient que c'était intéressant, ils nous les faisaient prélever. C'est dur pour eux, parce que c'est un travail de longue haleine qui est rébarbatif, mais ils l'ont fait et ils ont toujours répondu présent. Ils ont fait un travail de titan, et sans être sûr que ça sert à quelque chose. Les semaines et les mois passent et vous arrivez à vous poser des questions. Il savait qu'il avait peut-être un risque de nous épuiser, mais c'était un passage obligé. Et il avait bien raison. Il était probable qu'il n'allait pas se présenter spontanément à la première convocation, c'est évident. Mais quand vous éliminez des rouges foncés, au fur et à mesure, vous commencez à douter sérieusement. Il y en a, mais ils avaient quasiment tous les critères. Et moi, je me rappelle, on l'appelait, on disait, mais on est sûr que c'est lui, quoi. Monsieur le juge, franchement, là, si c'est pas lui, bah oui, quand le résultat tombait, boum, négatif, quoi. Il fallait qu'il soit dans le filet. Mais on ne le sait pas, tant qu'on l'a pas testé, on peut pas le savoir. Pendant 3 ans, c'est très ingrat, on va pas le trouver. Et plus on avance, moins on a la certitude de le trouver. Je me souviens, c'était donc un vendredi où on va chercher à la cour d'appel et on monte à Saint-Malo. Et le long de la route, M. Van Ruymbeck nous dit « Ah, j'ai quelque chose à vous dire ». Oui, je dis ça y est, nous on pensait que c'était une nouvelle hypothèse. Il dit non, je vais quitter Rennes, je vais aller à Paris, au pôle financier, que je vais diriger, enfin voilà. Et là, ouais, mettez-moi un coup de poing dans la tête, je vous dirais, ça fait le même effet. J'ai les larmes qui ont monté parce qu'on se dit à ce moment-là que tout ce travail qu'on a fait, c'est terminé. C'était pas évident. C'est vrai qu'il y a des contacts humains avec les enquêteurs qui se sont créés. Oui, je pars un peu la mort dans l'âme, quelque part, en me disant, ils m'ont fait confiance, et je quitte le bateau. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Mais il y avait quand même le sentiment, et je pense que c'était partagé par les gendarmes, que tout a été fait. Il en reste encore dans le filet une centaine, espérons qu'il est dedans. De toute façon, j'ai mon successeur, là, Francis Debon, que je connaissais bien. Alors déjà, c'est garanti pour moi, c'est que j'ai quelqu'un de bien qui va reprendre. Bon, après, il faut l'annoncer à M. Dickinson. Et là, je peux vous dire que j'étais très mal à l'aise. C'est sûr que ça a été une grosse déception pour John Dickinson. Hervé Rousseau-Leboeuf, avocat de la famille Dickinson. Mais bon, il a accepté. Et il a constaté immédiatement que Francis Debon était un excellent magistrat. Je me suis senti tout de suite à l'aise avec lui et il m'a assuré qu'il ferait l'impossible pour trouver le meurtrier de Caroline. Quand je pars, je vais voir les enquêteurs. Je dis, bon alors, dites-moi combien il en reste, exactement où vous en êtes. Et dans ces 95, comme quoi, il y a des noms qui marquent. Il y a le fameux Arsène Montès. Il est parmi les profils qui sont remontés de toutes les gendarmeries françaises vers les enquêteurs de la cellule Dickinson à la demande du juge Van Ruymbeck. C'est le dernier rouge foncé. Je revois exactement la fiche que j'ai étudiée parce qu'elle m'avait frappé. Le modus operandi était très, très similaire. En 94, près de Tours, il s'est introduit dans un centre de vacances. Les gendarmes l'ont interpellé. Il a été, non pas placé en garde à vue, mais interrogé quelques heures. Il a dit, mais moi, je venais là, j'avais aucune intention de faire du mal à quiconque. Mais il a laissé son nom, son prénom, son identité. Donc, il a fait l'objet d'une fiche. Alors, on savait qu'il avait déjà été condamné pour viol, je me souviens, en Allemagne. Mais pas sur des jeunes filles, mais sur des femmes.
Il ne colle pas forcément exactement au portrait robot, mais il a le profil vraiment parfait dans le comportement, dans l'attitude. Ils sentent qu'ils tiennent là un candidat au test ADN. Ils aimeraient bien le tester, Arce Montes. On n'arrivait pas à le trouver. On savait qu'il avait habité à Londres où il était serveur. On savait qu'il était originaire d'Espagne, mais qu'il était inconnu au bataillon là-bas en Espagne. Il faisait partie des quelques personnes, au final, qu'on n'arrivait pas à localiser. Il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Ça peut être lui, ça peut ne pas être lui. Mais vous savez, on est dans l'incertitude. Il faut un peu de chance dans la vie, sinon on ne peut pas y arriver. On est 5 ans presque après le double crime. Francis Debon, le juge d'instruction, répond à une interview du Sunday Times. Une journaliste en poste à Paris lui demande où en êtes-vous de la liste des suspects. Ce qu'il m'a dit à l'époque, c'était qu'ils étaient sur une liste de 48 noms. Et moi, je lui ai demandé, qu'est-ce qui est en haut de votre liste ? Édith Coron, ancienne correspondante du Sunday Times à Paris. Et c'est là où il a lâché Francisco Arce Montes. Puisque le juge nous donnait le nom, on n'avait pas de raison de ne pas le publier. En France, ce serait impossible de donner le nom d'une personne suspectée qui n'est pas mise en examen, a fortiori même pas en garde à vue, même pas interpellée. Mais comme c'était de la presse britannique, la question ne se posait pas. Je pense aussi par ailleurs que c'était totalement délibéré de la part du juge Debon de me lâcher le nom parce que c'était une bouteille à la mer qui nous envoyait. Tout avait été fait, tourné, retourné, exploré dans tous les sens. Cet article d'Édith Coron va voyager. Hélène Aymon, journaliste et co-autrice de l'affaire Dickinson. Il va prendre l'avion jusqu'à Détroit où il va échouer en fait sur le comptoir d'une compagnie et tomber entre les mains d'un agent des douanes américain qui s'appelle Tommy Handco. Lui, il feuillette le Sunday Times, il découvre dans cet article le nom de Francisco Arce Montes. Et sa curiosité professionnelle va l'inciter à simplement taper le nom, voir si cet homme est entré aux États-Unis ou bien s'il a laissé une trace dans les fichiers de ce pays. Et là, bingo. Il voit que cet homme-là, recherché par la justice française, est actuellement en garde à vue à Miami, en Floride, parce qu'il s'est introduit de nuit dans un centre de vacances où il y avait des jeunes filles. Le 10 mars dernier, à Miami, l'homme fait irruption dans cette chambre d'hôtel où dorment 6 jeunes filles. L'une d'elles se réveille en sursaut. Son lit est taché de sperme. Elle alerte immédiatement les employés de l'hôtel. L'une des filles était très choquée. Tous ses vêtements étaient déchirés. L'ADN du suspect est actuellement comparé aux États-Unis avec celui du meurtrier de Caroline. Des policiers français sont attendus aux États-Unis pour récupérer ces prélèvements. Je crois que c'est la seule fois où je pars en vacances avec Francis Debon. Et donc il me parle d'Arce Montes, interpellé aux États-Unis. Puis je lui dis, t'emballes pas, j'en ai eu des comme ça et c'était pas lui. Donc tant qu'il n'y a pas l'ADN, j'y crois pas. Ça fait 5 ans qu'ils le cherchent. Ils ont fait 3500 tests ADN, 7500 interrogatoires. Le 14 avril, la nouvelle tombe, on est sûr à 99% que l'ADN prélevé sur le corps de Caroline est bien celui de Francisco Arce Montes. Alors là, je suis tétanisé. Donc c'est un immense soulagement. On n'a pas fait tout ce travail pour rien. Commencer par les enquêteurs. Moi, je vous cache pas, là encore, que moi, j'ai eu beaucoup d'émotions. Une joie parce qu'on se dit, ça y est, on nous dit, ça m'est arrivé. Je voudrais remercier les médias de ne pas avoir oublié Caroline pendant ces 5 années. La couverture médiatique qui a accompagné ce drame me semble avoir permis ce dénouement. À partir du moment où l'ADN a confirmé qu'Arce Montes était bien le violeur de Pleine Fougère, après c'était une question de temps, c'est tout. Malgré son identification grâce à son ADN, l'extradition du suspect ne va pas être une mince affaire. Francisco Arce Montes est en effet poursuivi aux États-Unis pour des faits qui pourraient justifier qu'il reste plusieurs années en détention dans le pays. Finalement, le 19 novembre 2001, il est transféré à Paris et placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis. À ce moment-là, l'affaire Dickinson devient l'affaire Arce Montes. La motivation des enquêteurs va changer. Ils ont un nom auquel se raccrocher, dont ils vont pouvoir dérouler le parcours, voir à quel homme ils ont affaire vraiment précisément. Ils apprennent que c'est un homme qui bougeait beaucoup, espagnol, bien sûr, d'origine, qui a vécu à Londres pas mal d'années où il était serveur. Il a beaucoup voyagé en Europe. Il est incapable de se poser quelque part. Donc il a une vie qui est assez vagabonde. Olivier Dersoir,
avocat de Francisco Arce Montes. Et on a l'impression qu'il fuit sans arrêt. Il passe d'un pays à un autre, à la recherche d'on ne sait pas quoi. Un an pile après les faits de Plaine Fougère, Arce Montes tente d'agresser un couteau à la main une gamine chez lui en Espagne. Il est arrêté, détenu provisoire pendant 3 mois, relâché avant son procès. Il prend la fuite en Amérique du Sud et là, il disparaît des radars européens. Toute sa vie, c'est une vie de prédateur sexuel. Il n'est pas malade mental au sens du code pénal, mais c'est un détraqué sexuel. De mémoire, il y a un de ses amis qui, à l'adolescence, déjà dit que ses plats préférés, c'est plutôt les jeunes filles de 10 à 12 ans. C'est quelqu'un qui est très immature. Il est conscient qu'il a une vie hors du commun. Il est conscient qu'il a commis des infractions et que la société le lui reproche. Monsieur Arce Montes comprend bien que les faits sont très graves, que c'est une cour d'assises qui va se prononcer, qu'il risque la perpétuité. Il est très conscient de ça et il est écrasé par ça. Longtemps, les parents de Caroline Dickinson ont cru que ce procès n'aurait jamais lieu. Durant 5 ans, la justice eut bien des difficultés à élucider le mystère de Plaine Fougère. L'attente a été très très longue et du coup c'est vrai que tout le monde est très très impatient à l'idée de ce procès. Les gens faisaient la queue devant le Parlement, il y avait des camions de télévision partout. Donc on a une pression très forte qui se rajoute à l'enjeu de la sanction qui va être prononcée contre M. Arce Montes. Dans ce dossier, il n'y avait qu'une véritable difficulté juridique, c'était la question de savoir s'il y avait eu ou non intention homicide. Et lui, sa thèse, c'était oui, je l'ai violée, j'ai voulu la faire taire avec ce morceau de coton, mais jamais je n'ai voulu la tuer. Cette mort, il ne l'a pas voulu. Il l'a causée, mais il ne l'a pas voulu. Parce que c'est un violeur, pas un assassin. Il était difficile d'accepter la gravité des faits qu'il avait commis. Francisco Arce Montes aura toujours la même attitude pour ce dernier jour de procès, figé et ailleurs. 4 heures de délibéré avant de mettre fin à 8 ans d'attente. Le verdict tombe, 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans. Le procès d'appel qui a eu lieu 1 an après à Saint-Brieuc, le verdict a été exactement le même. Nous voudrions simplement exprimer notre gratitude envers tous ceux qui nous ont donné un soutien et rendu ce verdict qui donne une espèce de justice pour Caroline. Je pense qu'une affaire, elle est jamais perdue. On voit beaucoup d'affaires, 10 ans, 20 ans après, sont pas résolues. Aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de révéler une affaire, faut jamais lâcher. On l'a vu dans cette affaire, la traque des criminels qui sévissent dans plusieurs pays nécessite des moyens exceptionnels et beaucoup de persévérance. Il faut de la chance aussi, et c'est grâce à tout cela que les enquêteurs français ont réussi à arrêter Francisco Arce Montes. Cela fait maintenant 20 ans qu'il est incarcéré en France. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Louis-Mathieu Nivose. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.